5, 4, 3, 2. Bonjour à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Alors vous avez sans doute vu la petite bande-annonce vidéo, j'en fais une chaque semaine où je vous présentais l'épisode à venir. En l'occurrence aujourd'hui, donc je vais vous parler du Grand Prix des Pays-Bas 1961. Mais quand j'ai enregistré cette bande-annonce, mais évidemment je ne savais pas qu'on allait apprendre dimanche que Stirling Moss était décédé. Et évidemment, le hasard veut que Stirling Moss soit un des personnages principaux de ce Grand Prix. Stirling Moss, bien évidemment, un pilote légendaire, un palmarès unique, un éclectisme absolument incroyable. Bien sûr, je ne l'ai jamais connu lorsqu'il était en activité, on va dire, propre. Mais bien sûr, nous connaissons tous son poids dans l'histoire du sport automobile. Donc évidemment, nous sommes tous très tristes aujourd'hui à l'annonce de son décès. Et nous avons tous conscience d'avoir perdu un des très très grand monsieur de l'histoire du sport automobile. Donc à sa famille et à ses amis, j'adresse modestement mes plus sincères condoléances. Et puis écoutez, on va enchaîner et je vais donc vous raconter avec un petit peu d'émotion ce Grand Prix des Pays-Bas 1961, donc où il a été vraiment au premier plan. Alors, ce Grand Prix des Pays-Bas, il s'est déroulé sur le circuit de Zandvoort et il s'est déroulé le lundi 22 mai 1961. Eh bien oui, le Grand Prix, cette année-là, a eu lieu le lundi. C'était la deuxième manche de la saison 1961, le 96e Grand Prix de l'histoire aussi, et le 9e Grand Prix des Pays-Bas à se disputer dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Alors, ce qu'il faut savoir évidemment pour présenter le contexte, c'est que 1961, c'est une année importante pour la Formule 1 puisqu'il y a une nouvelle réglementation fondamentale qui a tout remis un petit peu à plat. Cette réglementation nouvelle avait été annoncée dès octobre 58, donc les constructeurs ont eu plusieurs années pour se préparer. Mais on sait qu'il y a eu une sorte de conflit avec les Anglais qui n'étaient pas d'accord, et cette nouvelle Formule 1 a quand même bien redistribué la donne côté participants. Alors, en quoi elle consistait cette nouvelle réglementation sportive, très importante? Eh bien, globalement, en une réduction de cylindrée, côté moteur, à 1500 cm3 maximum, alors qu'avant, on était avec des moteurs de 2,5 litres, donc c'était vraiment une réduction de la cylindrée, pas de suralimentation, un nombre de cylindres qui est libre, un poids minimum qui est ramené à 450 kg. Bref, tous les Anglais, Lotus, Cooper étaient contre, Porsche était pour, Ferrari pas forcément pour, mais s'est adapté, ce qui fait qu'effectivement on se doutait bien que les cartes allaient être complètement redistribuées en cette année 1961. Alors au niveau du look, vous savez, ce sont ces Formule 1 qu'on appelle un peu cigarette, un châssis tout simple avec 4 roues qui les entourent, des petites Formule 1, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des F3 ou au mieux des F2, mais faut aussi avouer que cette Formule 1 nouvelle génération, cette petite Formule 1 va réussir à s'imposer assez vite et ça fait partie de l'histoire de toute façon de ce sport. Mais c'est vrai que quand elles sont arrivées en 61, début d'année, ça a un petit peu surpris, il a vraiment fallu s'y habituer. Ça, c'est vrai que c'était un changement assez important au niveau de la réglementation et donc de la perception même qu'on avait de ce sport. Au niveau du calendrier en cette année 61, eh bien, il faut savoir que le Grand Prix d'Argentine avait été annulé, ce qui fait qu'il n'y avait que 8 Grands Prix seulement au programme et la saison a débuté à Monaco le 14 mai. Donc 8 jours seulement avant Zandvoort. On a enchaîné les 2 premiers Grands Prix, dimanche 14 mai à Monaco et lundi 22 mai pour le Grand Prix des Pays-Bas. Au niveau du règlement sportif, il faut savoir aussi que, d'accord, il n'y a que 8 Grands Prix au programme, mais seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Donc c'est assez pointu comme critère. Et il y a 9 points désormais pour le vainqueur. C'est maintenant 9, 6, 4, 3, 2, 1. En revanche, le constructeur qui gagne un Grand Prix ne marque que 8 points. Ça n'est pas 9 points, si Lotus gagne, ça ne sera pas 9 points pour Lotus, ce sera 8 points. Alors que le pilote Lotus qui aura gagné le Grand Prix aura bien lui marqué 9 points. Vous voyez, c'est assez subtil. Alors donc la saison démarre à Monaco et le résultat de ce Grand Prix n'est pas forcément celui qu'on attendait parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Stirling Moss s'impose. Stirling Moss au volant d'une Lotus privée de l'équipe Walker, et bien c'est lui qui s'impose au nez à la barbe de toutes les voitures officielles. Stirling Moss qui devance Richie Ginter, Phil Hill, Wolfgang von Trips, les 3 pilotes Ferrari, Dan Gurney sur Porsche est 5e et Bruce McLaren, vous voyez qu'il y a quand même du beau monde sur Cooper, prend la 6e place. Jack Brabham
et le champion du monde en titre, hein, il est le champion du monde 1960, il a abandonné lui au 39e tour suite à des problèmes d'allumage, donc il ne marque pas de points pour cette première manche. En ce qui concerne Stirling Moss, c'est une de ses plus belles victoires, ça tout le monde est d'accord, puisque c'est sur un circuit où la puissance ne s'exprime pas forcément à plein, donc c'est le pilotage peut-être qui a fait la différence, et Stirling Moss a réussi à gagner de bout en bout et à tenir, derrière lui toutes les voitures qui étaient sans doute plus puissantes, donc une superbe victoire de Stirling Moss, c'est sa 15e victoire dans sa carrière. Sachez qu'il est à ce moment-là le premier à gagner 2 fois de suite à Monaco, car il avait bien gagné en 60 aussi, et il est le premier dans l'histoire à gagner 3 fois le Grand Prix de Monaco. Donc évidemment Stirling Moss, certes le champion sans couronne, mais évidemment un des plus grands pilotes du monde, et qui arrive à Zandvoort, donc dans la semaine qui suit, comme le nouveau leader, et le leader tout court du championnat du monde 61. 75 tours sont prévus à Zandvoort, de 4 km 193, le développement du circuit, donc ça fera 314,475 km. Et du côté des engagés, alors il y a 3 Ferrari officiels, avec ce nouveau moteur V6 incliné à 120 degrés, la Ferrari 156 pour Phil Hill, pour Ginter et pour Fun Trips, 2 Porsche 787 officiels avec Joe Bonnier et Dan Gurney, 2 Lotus 21 avec Jim Clark et Trevor Taylor, 2 Cooper T55 avec Jack Brabham et Bruce McLaren, et 2 BRM, la P4857 avec Graham Hill et Tony Brooks. Voilà donc pour les têtes d'affiche et les grandes écuries qui vont se disputer la victoire. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi des voitures privées, 2 Porsche privés pour l'écurie Marsbergen avec Carol Godin de Beaufort et Hans Hermann, 2 Lotus, toujours de l'équipe Walker, Stirling Moss donc enchaîne après Monaco avec sa Lotus privée de l'équipe Walker, et il y a aussi une Lotus pour l'équipe Camoradi avec le pilote Jan Burgess. Et puis il y a 2 Cooper privés pour l'équipe Yeoman Credit avec John Surtees, et l'équipe Camoradi aussi, qui engage donc une Lotus privée et une Cooper privée, et cette fois-ci pour Masten Gregory. Il y a 17 pilotes engagés, mais on le sait, seuls 15 prendront le départ. Donc il y aura à l'issue des qualifs 2 éliminés. Les qualifs, c'est décalé, puisque le Grand Prix a lieu le lundi, la première séance d'essai a lieu le samedi, la deuxième le dimanche. Et figurez-vous que les Ferrari sont absentes le samedi matin. Les Ferrari n'arrivent sur le circuit avec le transport officiel de la Scuderia, n'arrivent qu'en début d'après-midi. Ça semble assez incroyable, j'ai pas retrouvé l'info qui indiquerait qu'il y a eu un problème sur la route, mais en tout cas, elles ne sont pas là le samedi matin, donc elles arrivent juste le samedi pour prendre la piste, et assez logiquement, donc, les Ferrari sont devancés par Stirling Moss, qui enchaîne après Monaco, et qui est le plus rapide de la première séance d'essai, c'est Fun Trips, Wolfgang Fun Trips, le pilote allemand sur Ferrari, qui est le mieux placé derrière lui à 4 dixièmes. Le dimanche, deuxième journée d'essai, sous un vent glacial, tout le monde le disait, et là, cette fois, on reprend un peu les choses un peu plus attendues, donc tout le monde s'attend à ce que le moteur Ferrari et cette globale voiture Ferrari correspondant à la nouvelle réglementation soit la plus prête, la plus adaptée à dominer les débats. Et Moss est le premier à le dire, j'ai gagné à Monaco, mais les Ferrari sont favorites. Et effectivement, les Ferrari monopolisent la première ligne. À l'époque, il y a 3 pilotes par ligne. C'est Phil Hill qui signe la pole en 1:35.7, puis Fun Trips et Ginter l'accompagneront donc sur la première ligne, donc un triplé Ferrari. Sur la deuxième ligne, on retrouvera Moss, donc avec sa Lotus Climax qui doit finalement se contenter du 4e chrono. Graham Hill est à ses côtés, lui avec sa BRM Climax, et Dan Gurney pour Porsche complète cette deuxième ligne. Les 2 non qualifiés, puisqu'on le savait que ça allait arriver, c'est Masten Gregory et Jan Burgess, tous les 2 les pilotes de la Scuderia Camoradi. On se retrouve donc le lundi, le jour de la course, beau temps toujours, mais froid. On voit bien avec les photos d'époque, les gens sont globalement couverts en ce printemps 61. Et le Grand Prix, le départ est donné avec un meilleur envol pour Fun Trips, qui était donc 2e sur la grille, mais c'est lui qui au premier virage vire en tête. L'envol de Phil Hill a été plutôt moyen, ce qui fait qu'à la fin du premier tour, le classement est le suivant. Fun Trips donc en tête devant Graham Hill. Donc Graham Hill, il était au milieu de la deuxième ligne, très bon départ pour le pilote BRM. Phil Hill de sa pole n'est que 3e. Jim Clark, 4e, qui lui aussi a bien jailli et qui se place 4e devant Gurney et Ginter, qui lui a perdu 3 places. Et Stirling Moss, le leader du championnat, qui partait
pourtant de la deuxième ligne n'est que 9e au premier tour. Alors les changements, ensuite il va y en avoir des assez nombreux, puisque dès le deuxième tour, Phil Hill va réussir à reprendre la deuxième place par rapport à son homonyme Graham Hill. Donc voilà, on a bien 2 Ferrari en tête, Fun Trips et Phil Hill. Et au 5e tour, c'est Jim Clark qui prend la 3e place au détriment de Graham Hill. Graham Hill ne cesse de descendre un petit peu dans le classement et les positions semblent assez bien établies maintenant avec Fun Trips en tête, Phil Hill 2e et Jim Clark 3e. Pendant ce temps-là, Stirling Moss lui remonte et il est maintenant à la 5e place. On passe directement au 10e tour si vous le voulez bien, avec Fun Trips toujours en tête, toujours Phil Hill 2e, toujours Clark 3e, Graham Hill toujours 4e, Ginter 5e et Moss 6e. Donc Moss a perdu finalement une place, mais voilà donc le top 6 pour ceux qui marqueraient des points. Et puis à partir du 17e tour, sur les 75 gros programmes, il va commencer une formidable bataille entre Jim Clark et Phil Hill pour la 2e place, car on a quand même le sentiment assez vite dans la course que Fun Trips contrôle bien les débats et que s'il ne lui arrive rien de spécial, Wolfgang Fun Trips va gagner ce Grand Prix et donc signerait sa première victoire en Formule 1. Donc on se concentre sur la grande bataille derrière lui, la bataille pour la 2e place avec Clark donc au 17e tour qui prend cette 2e place à Phil Hill, mais lequel l'Américain le redouble aussitôt. Au 22e tour, Clark est toujours 2e, a repris la 2e place. Moss lui a pris la 4e place. Au 29e tour, Phil Hill reprend une nouvelle fois la 2e place à Clark. Fun Trips pendant ce temps-là a 6 secondes d'avance, donc il contrôle quand même bien la situation. Au 32e tour, Clark de nouveau 2e. Au 35e tour, Phil Hill de nouveau 2e. 45e tour, Clark est encore 2e, donc vous voyez, ça a duré très très longtemps cette bataille. 46e tour, Phil Hill reprend encore une fois la 2e place, et là, je vous le dis tout de suite, ça ne changera plus. Du 17e au globalement 46e tour, allez on va dire 30 tours de bataille féroce entre Jim Clark et Phil Hill, ça a été vraiment la grande histoire de ce Grand Prix. En fait, il y a une dégradation un petit peu des conditions d'adhérence pour Jim Clark qui va devoir un petit peu baisser de pied, et voilà pourquoi donc à partir de ce moment-là, la situation semble se figer avec Fun Trips leader, Phil Hill 2e, Jim Clark 3e, Ginter 4e, Moss 5e et Brabham 6e. Tout cela va se stabiliser jusqu'au dernier tour, effectivement, où dans la dernière boucle, c'est dommage pour Ginter, il va perdre sa 4e place au détriment de Moss, qui a donc quand même fait une superbe course. Et à l'arrivée, donc, comme on le pressentait, c'est bien Fun Trips qui s'impose, mais attention, parce qu'il a un petit peu assuré le coup en fin de course, et Phil Hill lui a quand même mis un petit peu la pression, et Phil Hill ne termine qu'à 9/10 de son coéquipier. Il y a quand même une petite bataille en fin de course, mais on n'a jamais été trop inquiet quand même pour Fun Trips, qui a toujours donné l'impression de dominer la situation et de contrôler les débats. Victoire de Wolfgang Fun Trips, la première dans sa carrière. C'est aussi la 31e victoire de Ferrari dans l'histoire de la Formule 1. Il devance Phil Hill de 9/10, Clark est 3e à 13 secondes, Moss 4e à 22 secondes, Ginter 5e à 22 secondes 3, il est 1/10 seulement derrière Moss, et Jack Brabham, le champion du monde en titre, prend effectivement la 6e place et inscrit son premier point pour cette saison, mais lui a été relégué avec sa Cooper à 1 minute 20, ce qui fait qu'au niveau du championnat, Moss voit Fun Trips le rejoindre, puisque Fun Trips avait été classé 4e du Grand Prix de Monaco, donc en fait ils ont les mêmes performances, une victoire et une 4e place, donc ils sont ex-aequo en tête du championnat avec 12 points. Phil Hill n'est plus qu'à 2 points déjà, Ginter à 4 et Jim Clark à 8 points. Alors un petit mot sur le vainqueur du jour, donc Wolfgang Fun Trips, qui à ce moment-là a 33 ans, il est en Formule 1 déjà depuis quelques temps, son premier Grand Prix c'est le Grand Prix d'Argentine 57, cette victoire à Zandvoort aux Pays-Bas en 61 c'est sa première victoire dans sa carrière, il en signera une autre dans cette saison 61 en Grande-Bretagne, et il signera une 2e place en Belgique et une 2e place en Allemagne. On le sait, Fun Trips a joué le titre mondial en 61 de manière incontestable face à Phil Hill, mais hélas tout s'est dénoué dans le drame absolu, puisque Fun Trips a été accidenté à Monza au tout début du Grand Prix d'Italie 61 et il est mort, entraînant même un terrible accident puisque 14 spectateurs sont tués aussi dans cette histoire, et c'est bien Phil Hill qui a été le champion du monde en cette année-là. Mais en tout cas, personne n'a oublié évidemment Wolfgang Fun Trips, un des vainqueurs de la Formule 1 dans toute son histoire. Je vous avais annoncé pour conclure que ce Grand Prix des Pays-Bas avait une particularité tout à fait unique dans l'histoire de la Formule 1. Cette particularité, c'est que le Grand Prix s'est déroulé sans aucun abandon.
15 voitures au départ et 15 voitures à l'arrivée. Alors ça, c'est arrivé, pour tout vous dire, 8 fois dans l'histoire de la Formule 1. Donc la première fois aux Pays-Bas en 61, mais c'est arrivé également en Italie en 2005, en Italie encore en 2008, pour le Grand Prix d'Europe 2011, pour le Grand Prix du Japon 2015, pour le Grand Prix de Chine 2016, pour le Grand Prix du Japon encore 2016, et la dernière fois que c'est arrivé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le Grand Prix d'Autriche 2019, toutes les voitures au départ, toutes les voitures à l'arrivée, aucun abandon. Mais ce qui fait à ce moment-là la double particularité de ce Grand Prix des Pays-Bas 61 et qui lui confère véritablement ce statut unique dans l'histoire du sport automobile en général et de la Formule 1 en particulier, c'est que non seulement il n'y a pas eu d'abandon, mais il n'y a pas eu un seul arrêt au stand. Et ça, évidemment, c'est absolument unique. 15 voitures au départ, 15 voitures à l'arrivée, aucune n'est passée pendant la course par les stands. Donc un taux de réussite total. Et effectivement, tous les autres Grands Prix que je vous ai cités à partir du Grand Prix d'Italie 2005, eh bien, c'est quand même une époque assez moderne où il y a de toute façon toujours un détour par les stands pour n'importe quelle voiture, pour un changement de pneus ou un ravitaillement. Donc tous les Grands Prix que je vous ai cités des années 2000, ou même donc l'Autriche 2019, les voitures se sont arrêtées au moins une fois au stand. Eh bien, à Zandvoort en 61, donc ça n'est pas arrivé. Voilà donc pourquoi ce Grand Prix, sur 1018 Grands Prix au total, est absolument unique en son genre. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Je vous donne rendez-vous et bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Afterlap, où là j'aurai le plaisir de vous proposer un nouvel entretien au sommet avec un pilote. Allez, je vous dis pas encore de qui il s'agit, mais vous verrez, c'est un pilote qui a été titré en 2019 dans un grand championnat international. Donc voilà, ça sera un bel invité dans l'Afterlap, le podcast du sport auto. Salut à tous.